Sartre a écrit cela dans les brumes grises de Paris. Jack Steller le respire dans la chaleur étouffante de Charming, Californie, où le soleil tape sans pitié sur l'asphalte fissuré et les rêves enterrés. Chaque matin, le poids infini de pouvoir choisir. Chaque matin, la tentation séduisante de prétendre qu'on ne peut pas. La mauvaise foi commence devant le miroir. Jacques se regarde. Gilet de cuir noir comme une seconde peau, écusson cousu avec la foi d'un converti. Le Reaper gravé dans le dos comme une croix inversée. « C'est qui je suis » murmure-t-il pour lui-même. Mensonge réconfortant. Sartre appellerait cela mauvaise foi. Prétendre que l'essence précède l'existence, que le sang est destin, que les morts décident pour les vivants. Il y a toujours un choix, même quand il semble qu'il n'y en a pas. Jack Steller, dans la première saison, est un homme qui se réveille dans une cellule sans barreaux. Le club est sa maison, son sang, son héritage, mais c'est aussi la cage. Il commence l'histoire en acceptant le destin. Vice-président, fils de John, fils de Gemma et ombre de Clay. Un héritier qui n'a pas besoin de penser, seulement de suivre. Mais le fantôme d'Hamlet n'apparaît pas à Charming. Ce qu'il appelle, c'est un journal. Les pages laissées par John Taylor, pas un mythe, mais une confession. Le club est devenu prison, la liberté a pourri en crime. Jax se divise. Entre la loyauté héritée, la fraternité de cuir, de fer et de sang, et la loyauté désirée. Tara, Abel, l'appel du père pour une route propre. Il lit le cahier comme on affronte un fil tendu. Chaque mot est une promesse de fuite. Chaque page, un rappel qu'il n'y a pas de sortie sans trahison. Le Fils naît en se retournant de l'intérieur. Le corps rejetant sa propre architecture. Comme si naître dans la criminalité était trop à supporter. Sartre verrait de la poésie là-dedans. Nous sommes tous Abel, viscères exposés au monde, simulant que la peau nous définit quand nous ne sommes que chaises, s'organisant désespérément contre le chaos. Jax tient son bébé avec les mains tremblantes, sent le cœur minuscule battre et la respiration coupée d'Abel. La naissance du fils, si fragile et prématurée, résonne comme conséquence d'un monde qu'il n'a pas choisi d'habiter, d'un héritage qu'il n'a pas choisi d'hériter, pas de cette manière. Résonne aussi au-delà de l'absurdité d'une mère toxicomane. Pourtant, Jax ne voit pas de prédestination. Il voit une possibilité infinie, tremblant comme la force d'Abel à s'accrocher à la vie. La paternité devrait réveiller des instincts protecteurs. Elle réveille l'angoisse existentielle. Jax réalise qu'il peut choisir n'importe quel avenir pour Abel. Médecin, avocat, homme libre. Il peut briser le cycle. Il peut être le père que John a tenté d'être. Mais la liberté effraie plus que la prison. C'est plus facile d'accepter que le sang parle plus fort, que le garçon est né pour ça. La responsabilité de choisir l'avenir du fils révèle la responsabilité d'avoir choisi son propre présent. C'est alors qu'il trouve les manuscrits. John Taylor a écrit de bonne foi, chose rare à Charming. Il a admis ce que tous nient. Le club est projet humain, pas commandement divin. Il a été créé par des mains qui tremblaient. Il peut être détruit par des mains qui choisissent de trembler différemment. La seule liberté que l'homme veut vraiment est la liberté d'être confortable. Ce n'est pas une lamentation. C'est la confession de l'architecte voyant s'effondrer la cathédrale qu'il a construite. Les dernières pages sont paranoïa ou prophétie. JT écrit sur Clay. Sur comment l'associé et meilleur ami est devenu menace. Sur Gemma qui s'éloigne. Sur la sensation que la mort approche.
John Taylor meurt en 1993. Clay Morrow assume la présidence, épouse Gemma, officialisant ce qui existait déjà dans l'ombre, devient père de Jax. Le club n'a plus jamais parlé des idées de changement que JT proposait. Clay Morrow est la mauvaise foi institutionnalisée. Il parle de tradition comme d'autres parlent de Dieu. Voix solennelle, yeux vitreux de foi simulée. Tradition, honneur, la façon dont sont les choses. Comme si Sam Crow jaillissait du sol californien comme des fissures impossibles à éviter. Comme s'ils étaient des instruments aveugles du destin. Pas les auteurs conscients de chaque ligne écrite avec du sang et de la poudre. C'est ce qu'on fait, répète-t-il comme un mantra. Ce n'est pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils choisissent de faire. Chaque réunion à la table ovale est une assemblée de liberté, faisant semblant d'être esclave. Tuer ou ne pas tuer. Guerre ou paix. Drogue ou arme. Les mains se lèvent. Les décisions tranchent l'air. Et après, il n'y avait pas d'autre moyen. Jax n'est pas un vilain à ce stade. C'est un homme divisé. Il agit comme le bras droit de Clay Morrow, l'usurpateur, le nouveau père, mais pense comme le fils de John Taylor. Chaque décision qu'il prend est un martyr. Quand Clay décide d'aller en guerre ou de doubler la mise sur le crime, Jax réagit avec la prudence du cahier. Il ne veut pas plus de sang. Il veut la survie du club sans sa destruction morale. Le dilemme est: l'anarchie peut-elle être rachetée ? Un corps construit sur le crime et la violence peut-il être transformé en quelque chose de noble ? Il est dans ce que l'existentialiste appellerait « moment d'angoisse ». Il peut choisir d'honorer Clay et la vie présente du crime, ou honorer John et la vie future de la légalité. Et au milieu de tout cela, il y a Gemma Taylor Morrow, le moteur de la tragédie. Elle est la force du maintien, le lien entre la vie ancienne et la vie nouvelle. Gemma est la mauvaise foi, portant du rouge à lèvres couleur sang pour accompagner sa fin de manipulation. Reine-mère d'un royaume qui n'existe que parce qu'elle y croit avec ferveur religieuse. Dans le monde des motards, on l'appellerait femme de membre. Mais pour Gemma, ce n'est pas un rôle social, c'est une identité propre. Elle agit comme si elle était née couronnée, oubliant volontairement qu'elle était une fille ordinaire qui a rencontré un garçon ordinaire dans une Californie plus jeune. Philosophiquement, Gemma est la représentation du fatalisme. Elle veut que Jax continue sur la route de la violence parce que, au fond, elle croit que c'est la seule vie possible pour les Taylor et pour Sam Crow. Elle sabote subtilement le changement, parce que le statu quo est son pouvoir. Elle n'est pas la mort, mais l'immobilité, le poids de l'histoire. « Tu es né pour ça, baby », elle murmure à Jax, caressant son visage comme une bénédiction papale, plantant la mauvaise foi comme une graine empoisonnée. Baiser de mère qui tue plus lentement qu'une balle. Il y croit presque. C'est plus facile d'y croire. La responsabilité pèse comme du plomb dans les os. Mieux vaut prétendre que la liberté n'existe pas. Mieux vaut être un prince attendant le couronnement qu'un homme affrontant des choix. Jax, tentant de concilier le père mort, le beau-père présent et la mère manipulatrice, devient un champ de bataille. Son expression, ce front plissé sous les cheveux blonds, n'est pas celle d'un bad boy, c'est de la perplexité. Alors Tara Knowles revient comme le fantôme d'une vie non vécue, et avec elle, la confrontation inévitable avec la possibilité de vivre une vraie vie. Elle représente tout ce que Jax aurait pu être s'il avait eu le courage de quitter Charming.
Médecin, éduqué, libre, à sauver des vies loin d'ici. Main propre coupant la chair pour guérir, pas pour tuer. Elle pourrait être à Chicago maintenant, mais elle est à Charming. Par choix. Choix absurde, dirait Sartre. Tous le sont, c'est la beauté terrible de la liberté. Pourquoi es-tu revenue ? Jax demande. Elle ne répond pas besoin. Elle est revenue parce qu'elle est revenue, parce qu'elle a voulu revenir. Acte pur de liberté sans excuse. Elle le regarde et il voit dans le reflet de ses yeux toutes les vies qu'il pourrait vivre, tous les choix qu'il prétend ne pas avoir. Entre les deux, Jax ne choisit pas. Il oscilla. Veut Tara, mais a besoin de Gemma. Veut la liberté, mais craint la solitude. Veut un avenir différent, mais ne peut abandonner le passé connu. Quand l'agent Cohn envahit la maison de Tara et tente de la violer, elle appelle Jax. Alors surgit le moment sartrien pur. Jax avec l'arme dans la main, le métal froid contre la paume chaude. L'univers se contractant jusqu'à cet instant unique. Il peut tirer. Il peut ne pas tirer. Il n'y a pas de loi naturelle murmurant à son oreille. Il n'y a pas de Dieu bougeant le doigt sur la gâchette. Il n'y a pas de sang Taylor commandant les muscles. Seulement lui, l'arme et le choix. Jax tire. Son seul acte libre de la saison. Il n'y a pas d'ordre supérieur ou de code du club. Il tue par un choix personnel et viscéral. Après vient la danse connue de la mauvaise foi. Il allait lui faire du mal. Je la protégeais. Assumer cela serait insupportable, le poids de la liberté totale écrasant les épaules. Alors il construit le récit. Protection, nécessité, instinct. Rage n'importe quoi, sauf la vérité. Il a voulu tuer. Il a tué. Clay ordonne la mort et touche la mauvaise vie. Opie était sa cible, mais c'est Donna qui paie le prix. Erreur grotesque dans une symphonie d'erreurs. C'est à ce moment de deuil et de mensonge que les manuscrits de John Taylor ressurgissent comme un tremblement de terre. Gemma avait fait disparaître les originaux. Tentative désespérée de garder le passé enterré. Mais le passé a ses propres routes. Les manuscrits ne sont pas des mémoires, ce sont des démolitions. Chaque page détruit une certitude. Le père rêvait de fraternité. Le club est devenu entreprise du crime. Le père questionnait la violence. Clay l'a institutionnalisé. Script écrit par des morts pour des vivants qui font semblant d'être morts. Vice-président à 30 ans, président à 40, cercueil à 50. Chronologie connue, réconfortante même. La liberté est vertige sur l'abîme. Le scénario est sol solide. Jackson Taylor termine la saison comme prince existentialiste. Conscient, libre, responsable et paralysé. Il a vu à travers les mensonges qui structurent sa vie, mais n'a pas encore le courage suffisant pour les détruire. Au milieu de tout ce chaos, la mort brutale de Donna, le deuil d'Opie, les soupçons sur les trahisons internes, Pinet apparaît avec une copie des manuscrits de JT. Le vieil homme savait qu'il était important pour Jax de comprendre ce que John Taylor voulait vraiment pour le club. La première saison est l'aube de la conscience qu'il a les clés de la cage, mais la main tremble. Il suspecte que quelque chose est pourri dans le royaume du Danemark californien, mais les preuves se perdent entre loyauté et mensonges familiaux. Abel, fragile et en convalescence, représente à la fois la possibilité d'un avenir propre et la pression inéluctable de la continuité. Sartre dirait que Jax représente l'homme moderne dans sa forme la plus pure, condamné à la liberté, mais réfugié dans la mauvaise foi. Capable de transcender n'importe quelle situation, mais préférant simuler
qu'il est déterminé par elle. Tenant le manuscrit que Pinet lui a remis, Jax a dans les mains la vision de son père pour un club différent. Mais la mettre en œuvre signifierait détruire tout ce qu'il connaît. À Charming, Californie, où des hommes libres choisissent quotidiennement leur propre chaîne et appellent cela fraternité. Où le soleil tape sans pitié sur l'asphalte fissuré et les âmes qui simulent ne pas pouvoir choisir autrement. Où chaque matin apporte la même question. Que vas-tu faire de ta liberté aujourd'hui ? La première saison est la cérémonie de baptême dans les eaux troubles du choix conscient. Le Reaper observe, et il vient à peine de commencer à saigner.